Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur le podcast Parents et amis qu'on peut entendre sur Spotify, sur Google Podcast, sur Balado de Apple et sur le canal Parents et amis sur YouTube. L'an prochain, en 2024, la compagnie Prévocar de Sainte-Claire dans la région de Chaudière-Appalaches va avoir 100 ans. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Prévocar a été fondé en 1924 par Eugène Prévost, né en 1898 dans une famille de 8 enfants, fils de Obéline Couture et Joseph Provost. Eugène est un autodidacte à l'époque, sans formation technique, mais qui a des idées plein la tête, un talent manuel supérieur, probablement beaucoup supérieur au mien, ça c'est sûr. Pour bien connaître l'histoire de ce fleuron québécois qui est Prévocar, j'ai pensé inviter deux cousins Prévost qui travaillent d'ailleurs dans l'entreprise et qui vont être nos guides dans le balado qui commence aujourd'hui. Au micro avec moi, il y a Marco et Richard Prévost. Bonjour Marco. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de prendre un peu de temps pour jaser de la compagnie et de la famille. C'est gentil. Bonjour Richard. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Écoutez, on va d'abord situer dans la famille qui vous êtes puis comment ça se passe dans l'entreprise. Marco, comment es-tu lié, toi, à Eugène Prévost? Je suis le petit-fils d'Eugène. Mon père, c'est Rénal, qui est un des fils d'Eugène Prévost. Mon père est venu au monde en 41. Est-ce qu'il est toujours en vie? Oui. Okay. Oui, il est toujours en vie. Il vit ici à Sainte-Claire. J'ai grandi à Sainte-Claire. Prévocar, ça a toujours été dans ma cour arrière. C'était mon terrain de jeu toute ma vie. Puis ça l'est toujours aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais chez Prévost aujourd'hui? Je suis chef de produit au département de stratégie et planification de produits. Est-ce qu'au fil des années, ton travail a changé? Oui, beaucoup. T'es jeune quand même, mais t'as quelques années derrière la cravate. Oui, ça va faire 25 ans cette année que je travaille chez Prévost, dans le groupe Volvo. J'ai commencé l'ingénierie chez Prévost comme concepteur en 98. En 2001, je suis devenu gestionnaire à l'ingénierie. Je m'occupais d'une vingtaine de techniciens qui travaillaient sur la finition extérieure des véhicules, finition intérieure. Mm-hmm. Puis je m'occupais aussi du système de conception 3D chez Prévost. Jusqu'en 2008, où j'ai déménagé chez Volvo Truck en Caroline du Nord, à Greensboro. Wow! Combien de temps? Jusqu'en 2017, où je suis revenu chez Prévost, au service après-vente. Puis, c'était notre succursale de Floride à Orlando. Puis, je suis revenu ici à Sainte-Claire en 2020, pendant le COVID. Wow. C'est toute une aventure, notre retour. Mais est-ce que le genre de travail puis la multiplication des nouveaux talents que ça prend, t'es obligé à faire des mises à jour techniques puis d'en apprendre? On est toujours, tout le temps? toujours en apprentissage. Je lis beaucoup, la veille technologique, puis aussi connaître nos clients. Je pense que c'est ça le plus important présentement dans mon travail. Okay. C'est de connaître le client. On va parler de Richard. Ta lignée familiale, on va faire le même lien. Je suis cofondateur, c'est quoi? Bon, donc je suis fils de René Prévost, qui est le frère jumeau de Rénal. Okay. On est les deux fils des jumeaux. À noter aussi, c'est qu'on a tous les deux marié des dames qui s'appellent Thibault. Ah oui? Mais qui ne sont pas reliés ensemble. Donc, ils étaient-tu de Sainte-Claire les deux, non? Non. Il y a des limites quand même. Oui. Donc, c'est ça. Et le petit-fils d'Eugène également. Et je m'occupe du transport et de la douane chez Prévost. Je suis avec l'organisation depuis 5 ans. C'était un rêve d'enfance de travailler chez Prévost. Ça n'a jamais fonctionné quand j'ai fini mes études. J'ai fait ma carrière dans le transport et la douane. Tu n'étais pas loin quand même, là. J'étais pas loin, effectivement. Il y a 5 ans, il y a pas ce qui s'est ouvert. Un membre de ma famille m'a envoyé le lien. Genre, ça serait pour toi, ça? Je cherchais pas de job, puis tout le monde connaît mon histoire. Fait que, c'est-tu ton cousin? Je le vois sourire, là. Tu t'es dit, il me semble que ça ferait bien pour toi, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça. Fait que là, j'ai vu le poste. J'étais à Singapour en voyage d'affaires. Puis, en revenant, je parle à ma femme, qu'est-ce que tu dirais si je priais là-dessus? Ben, elle dit, vas-y. Fait que, après ça, mon rêve s'est réalisé. Je suis ici, puis t'es devant toi, le gars le plus heureux au monde. Je travaille chez Prévost. C'est un rêve que j'avais depuis ma tendre enfance, ah oui, hein? Oui, et là, on parle de vous comme cousin, mais est-ce qu'il y a d'autres descendants de la famille Prévost qui travaillent chez Prévost aujourd'hui? Il y a mon fils qui a commencé à peu près 2 mois. Donc, c'est la 4e génération à travailler chez Prévost.
Il fait quoi? Il est préparateur au niveau de la peinture là, dans l'usine. OK. Puis il n'y en a pas d'autres, là, quand même? Non. Non. Quand je suis rentré chez Prévost en 98, j'étais le premier Prévost à revenir depuis Eugène. Ben voyons donc. Oui. C'est donc étonnant, ça. Oui. Parce que, ben, dans le fond, tu as fait autre chose avant, c'est ça, je comprends? Ben, à la sortie de l'école, j'aurais pu venir ici, mais je voulais me faire de l'expérience. OK. Je voulais avoir un bon bagage avant de rentrer ici. Je suis allé faire 5 ans dans une compagnie de la région à Saint-Damien, dans le domaine du plastique. Je faisais la conception de moules pour le plastique. C'est-tu IPL, ça, dans Chez ce sens-là? Thibault. Thibault, OK. On était OK. un fournisseur de IPL. OK. On fournissait les moules pour IPL. J'ai fait 5 ans là-bas, ça m'a donné une expérience incroyable. J'ai développé mes talents dans le design en 3D. Là-bas, c'était très spécialisé. Ça m'a aidé beaucoup quand je suis rentré chez Prévost. OK. Puis j'ai utilisé ces talents-là pour après, quand je suis devenu gestionnaire, à gérer le système CAD puis tout ça. C'était dû à cette expérience-là. Puis je me souviens, quand j'ai fini l'école, ma mère me disait, ben là, tu vas rentrer Chez Prévost, ben oui. Non. Non, mais je rentre. Est-ce que tu as déçu ta mère à l'époque, t'en rappelles-tu? Non. Non, OK. Non, parce que elle a compris que j'ai dit, quand je vais rentrer chez Prévost, je vais rentrer par la porte d'en avant. Je vais être prêt. Je vais être prêt. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis quand j'ai appliqué chez Prévost, j'ai appliqué sur 2 jobs. J'ai eu les 2. J'ai eu la chance de pouvoir choisir quel job que je voulais. C'était soit au procédé ou soit à l'ingénierie. Puis j'ai commencé à l'ingénierie, puis aucun regret. J'adore le développement de produits, j'adore être créatif. Puis Prévost, c'est une entreprise incroyable pour ça. La technologie qu'on utilise ici, là, il y a personne dans la région de Québec qui peut avoir ça. Là. C'est drôle parce que moi, comme gars qui a toujours vécu dans la région de Québec, je suis né à Loretteville, donc c'est une ville de banlieue, puis je vis à Québec, puis j'ai travaillé à Québec toute ma vie. Et quand j'arrive à Sainte-Claire, je viens ici, puis je passe, j'ai un bout de rang, puis t'arrives, bang, grosse entreprise de même. Mon lien, je le fais avec l'histoire de Prévost, je me dis, c'est quand même extraordinaire que depuis les débuts, malgré tout ce qui aurait pu arriver, puis toutes les opportunités qui ont dû être là, que ça soit encore à Sainte-Claire. Moi, ça m'impressionne. Puis il y a beaucoup de gens, probablement de la région, qui travaillent ici. Là. Absolument. Absolument. C'est le poumon économique de la région, là. Tous les suppliers, les fournisseurs qui sont développés autour, les petites compagnies familiales qui sont développées autour pour fournir Prévost, ça a été le centre de l'économie de Bellechasse. J'aimerais ça qu'on prenne le temps, parce que d'un podcast, c'est ça qui est le fun. On a comme au baseball, on n'a pas d'heure, fait qu'on peut y aller avec le temps. Qu'on retourne au début du 20e siècle, puis qu'on explique comment Eugène, un homme ingénieux, de ce qu'on dit, a fait ses premiers pas vers les véhicules. Est-ce que Richard, veux-tu m'en parler un petit peu? Ben absolument, regarde. Il a commencé comme menuisier. Donc, il travaillait. D'abord, c'est un menuisier. C'est un menuisier. En fait, il habitait sur une ferme. L'autre côté de la rivière. Okay. Et à l'âge de 14 ans, son père, voyant que tous ses enfants il n'y avait pas un qui était intéressé à la ferme. En fait, ils étaient tous partis aux États-Unis, sauf deux. Okay. Eugène et son frère Alphonse. Donc, ils ont décidé de vendre la terre familiale et de se rendre, de déménager dans le village. Okay. Ça, c'était à l'âge de 14 ans. Et la maison familiale, à ce moment-là, n'était pas terminée. Donc, Eugène et son père ont pris le contrat de finir l'intérieur de la maison. Donc, c'est là qu'il a commencé à travailler. Là, il est jeune, là. Tout est jeune avec Eugène, c'est fou, là. Il y a 14 ans, en fait, quand il déménage. et là, il se met à travailler le bois. Et il y avait la cuisine d'été. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque, donc il y avait la cuisine d'été. Puis Eugène se mettait à travailler le bois dans la cuisine d'été. Comme un mini-garage pour lui, là. Un mini-garage. OK, je comprends. Donc, c'est ça. Fait que ça a commencé, donc, en travaillant le bois-là. Il faisait de la peinture aussi, il vernissait les meubles qu'il fabriquait, qu'il vendait. Et sa mère trouvait que ça sentait fort dans la maison, même si la porte était fermée. Donc, à l'âge de 17 ans, Eugène a fait l'acquisition de sa première maison. En fait, il y avait une maison à l'arrière de sa maison, de la maison familiale, qui était presque abandonnée. Donc, le monsieur s'en occupait plus. Donc, Eugène a acheté cette maison-là à l'âge de 17 ans. Il n'a pas dû payer cher dans ce temps-là, hein? Il n'a pas dû payer cher. Non, il n'a pas en bas de 1000 pièces, c'est sûr, là? Oui. OK. On parle des années 20-30, là, c'est ça? En fait, on parle à 17 ans, il est venu au monde en 1915. OK. Donc, il achète la maison, puis il va la retaper, j'imagine, c'est ça? Donc, il la retape. En fait, il la transforme en usine. Donc, où il pouvait travailler puis faire ses meubles. D'abord, les meubles, donc. Vraiment, il a commencé avec les meubles.
Puis bon, ensuite, Eugène a acheté une moto de marque Excelsior et il servait de ça. Il voulait s'en servir pour se déplacer parce qu'il allait faire des jobs, tu sais, monter les... Aller au village ou... OK. Donc, et là, il trouvait ça mal commode parce qu'il ne pouvait pas amener d'outils avec lui. Fait qu'il regardait les catalogues, il feuilletait beaucoup les catalogues. Puis là, il voyait qu'il y avait des sidecars qui se faisaient pour mettre sur les motos. Et, comme dans Tintin, le fameux sidecar qu'on voyait. C'est ça, pareil, l'image qu'on a, là, c'est ça. Exactement. Et donc, il n'y avait pas d'argent pour s'en acheter. Fait qu'il était là à Québec, il a acheté ce qu'il fallait, les roues et tout. Et il est revenu à Sainte-Claire et il a fabriqué lui-même son sidecar qu'il a attaché après sa moto. Et puis on comprend qu'il n'y avait pas de cours de sidecar. C'est juste l'ingéniosité de ça, on va mettre une roue là, c'est ça. Il était déjà, il est multitalent déjà. Là. Basé sur les photos qu'il y avait, il s'en est fait une, puis il est parti avec ça. Et, ça lui a permis peut-être, le sidecar permettait de transporter du stock, ça je comprends? Exactement. Puis il pouvait aller, les plus petits meubles, il pouvait les mettre dans son sidecar, puis aller livrer ça là, à ses clients de l'époque. Puis il pouvait mettre ses outils dedans quand il allait faire des jobs à l'extérieur, des choses du genre. Fait que lui, si je comprends bien, Marco aussi, tout allait vite. Il n'y a pas de temps. C'est monsieur pas de temps à perdre, pareil. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Lui, à cause de l'âge. Ça allait jamais assez vite pour lui, là. Puis est-ce que son père travaillait avec lui à ce moment-là? Son père, non. Son père ne travaillait pas avec lui. OK, pas avec lui. Rapidement, il a fait ces choses. Eugène est venu au monde d'un troisième lit. Les deux premières femmes de Joseph sont décédées. Donc, son père était quand même assez âgé. Donc, ça a commencé comme ça. Puis après ça, Eugène avait acheté une Chevrolet 1922. Il y avait une Ford à pédale avant qui s'était servie puis qui était allé en voyage de noces. C'est une autre histoire. Ford à pédale? Une Ford à pédale, exactement. C'était des... En fait... on n'est pas loin des Flintstones, là. Oui, c'est pas loin des Flintstones. Il y avait 3 pédales pour avancer, reculer et arrêter. Donc, c'était la technologie, les premières voitures de l'époque. Là. Et après ça, en 1922, c'était acheté une Chevrolet. Le Chevrolet qu'il avait acheté à l'époque, il y avait un soft top, c'est-à-dire qu'il y avait un toit de tôle. Pas de tôle, pardon. De toile? De toile. De toile, OK. Et il n'y avait pas de fenêtre. Puis, à un moment donné, notre grand-mère Clarisse est tombée enceinte. Puis là, il se disait, je ne peux pas promener mon enfant avec une voiture, pas de protection pour l'eau. Non, je comprends. Il a décidé, durant l'hiver de 1922, de changer le véhicule, de mettre un toit rigide et de mettre des fenêtres sur le véhicule. Et donc, on parle de 1922. Et en 1923, un de ses amis, qui s'appelle Georges Roy, elle lui dit, Eugène, tu es capable de faire, de modifier des voitures, tu es capable de travailler le métal, le bois, tu pourras me faire un autobus. Fait que Eugène a dit, non, c'est un bien trop gros projet, je peux pas faire ça. Ben non. Et son ami insiste, Eugène, tu es capable, fait que fais-moi-en, j'insiste. Et finalement, Eugène abdique, puis ils l'ont fait est-ce qu'ils l'ont fait ensemble, l'autobus? Non, c'est Georges Roy a acheté un camion de marque Réo, 1923. Et durant l'hiver 23-24, il a défait le camion et il a construit son premier autobus qui a sorti quelque part en avril, on pense, 1924. Est-ce qu'on sait pourquoi M. Roy lui dit de faire un autobus? Parce qu'il y en a peu ou il y a un besoin? C'est quoi? Il y a un besoin. Il y a un besoin. OK. Georges Roy avait une ligne d'autobus entre Sainte-Claire et Lévis. OK. Et là, il voulait avoir un autobus régional qui se rendait à la ville de Lévis. Il voulait avoir un nouveau véhicule, donc okay. Il a demandé à Eugène, au lieu d'aller sur le marché et d'en acheter une, trop cher. À l'extérieur, il a demandé à Eugène de lui en fabriquer une, ce que Eugène a fait. Et c'était le début vraiment d'une grande aventure. Ça, c'est le début. Là, c'est vraiment, c'est ça. C'est parti de là, de cette histoire-là. Donc, quand c'est sorti, c'était vraiment un succès. Et il a commencé comme ça à fabriquer des autobus un par année. Puis il faisait ça à l'automne principalement. Il achetait le véhicule à l'automne, puis durant l'hiver, il le transformait, puis il le sortait au printemps. La base, c'était d'acheter un camion, puis le transformer en autobus. Lui, ça a commencé de même. Mais jamais de la vie, il aurait pu penser... Surtout pas rendu en 2023, là, mais je veux dire que ça allait. Il y a dû avoir des circonstances qui ont fait que graduellement, les choses se sont placées pour nous amener vers les autobus. C'est son esprit entrepreneurial aussi, toujours en vouloir plus, toujours en faire plus. Puis il y avait beaucoup de... Il voulait montrer aux gens comment... Il voulait donner de l'ouvrage à ses concitoyens. Ah, OK. Il voulait un sens social là-dedans. Il voulait améliorer leur vie. Il savait qu'en ville, les gens avaient plus d'argent qu'en campagne. Si je suis capable de faire une usine à Sainte-Claire, les gens travailler mon monde. vont faire travailler mon monde, ils vont avoir une plus belle qualité de vie. Le village va rayonner, puis le village va être riche. Donc,
c'était pas un homme qui avait l'appât du gain. C'était vraiment de travailler puis partager De nos suivants. Puis réussir, dans le fond, c'est ça, oui, c'est de réussir. absolument. Parce que lui, puis on présume que c'est un homme qui aimait le travail bien fait. Puis les défis. Ah oui. Parce que chaque fois, c'est un défi, là. Exactement. Il disait toujours, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Puis ça, il l'a vraiment ancré dans la culture de l'entreprise. Puis c'est toujours là aujourd'hui. Puis ce Eugène-là, dans le fond, sa vision justement sociale que vous exprimez très bien, il est allé plus loin. Il a pas aidé au système électrique de Sainte-Claire. Puis, tu sais, dans le fond, il s'est impliqué dans le village aussi, là. Oui, exactement. Donc, il y avait sa petite shop en arrière de la maison. Et il y avait une génératrice qui avait acheté pour... parce qu'à un moment donné, on a sauté quelques étapes. En fait, quand il était jeune, montré son esprit créatif, il avait fabriqué une scie à ruban avec un vélo. Donc, quelqu'un tournait le pédalier, puis ça faisait tourner qui donnait la force la chaîne, puis ça faisait tourner ça puis après ça, ben, avec une centrifugeuse pour séparer le lait et faire du beurre. Donc, ça tournait à très grande vitesse. Ben, il a converti ça, puis il en a fait un tour à bois. Donc, quelqu'un tournait une manivelle, puis lui, ben, il gossait le bois, puis faisait des barreaux là, pour ses chaises, pour des rampes d'escalier, des choses du genre, des patères et autres. Donc, il était créatif. Il modifiait des choses. Il voyait... Ça prend un talent qui n'existe pas chez tout le monde, là, parce qu'une vision comme ça, à cette époque-là encore, c'est pas beaucoup documenté. C'est pas pareil. Un esprit mécanique incroyable. Ouais. Ouais. S'il serait venu au monde en 1980... c'est sûr qu'il aurait été ingénieur, puis il aurait fait... Ça aurait été un créatif hors pair. Mais il l'a été, à son époque. À son époque, ouais. Sans éducation, par instinct, par... C'est ça qui m'impressionne. De comprendre l'aérodynamisme du véhicule. On va peut-être le voir plus tard, mais quand il a mis les moteurs à l'arrière du véhicule, il comprenait ce qui se passait à l'arrière du véhicule avec les turbulences puis tout ça, puis il a réussi à refroidir ses moteurs. Donc, il était vraiment innovateur, puis il comprenait. Il était avant-gardiste. Quand on parle, là, on est au milieu des années 20, mettons 20. Là, je sais qu'il y a un incendie, puis son atelier est complètement détruit. Ça a dû être un point tournant aussi. Oui, si on revient juste quelques vas-y. Sur on a du temps. Sur l'électrification. Oui. En fait, donc, il y avait sa génératrice qui produit l'électricité pour sa shop. Puis à un moment donné, il pogne une idée par la tête. Les villages voisins à Saint-Anselme, eux, avaient un barrage parce qu'il y avait assez de courant dans la rivière pour pouvoir faire un barrage. Donc, les résidents avaient de l'électricité. Mais à Sainte-Claire, il n'y en avait pas. Fait qu'il passe une idée par la tête, il plante des poteaux dans le village. Puis, le jour, ben, quand il travaillait, sa génératrice fonctionnait, alimentait sa petite usine. Et le soir venu, il fermait le breaker de l'usine, ouvrait le breaker du village, puis il vendait de l'électricité dans le village. L'homme d'affaires. Mais c'est brillant pareil. Là, il y avait 21 clients, puis quand il vendait l'électricité, là, c'est lui qui faisait le filage des maisons, c'est lui qui faisait tout. Là. Donc, il a étudié justement l'électrification, l'électricité, puis il a implanté ça ici, si bien qu'en 26, si je ne m'abuse, il a vendu son système électrique à la St. Francis Water Power Company, qui est devenu Shawinigan Power, qui est devenu Hydro-Québec. Oh. Il a vendu ça pour 3 700 $. Mais à l'époque, c'était de l'argent ou... Oui, c'était de l'argent. C'est un bon montant, tu sais. Mais bon, il y avait quand même quelques heures d'ouvrage aussi à monter des poteaux. Si on avait calculé son temps, c'était pas rentable. Je dis juste qu'avec l'argent, lui, il pouvait faire du millage. Là. En 1926, à 3 700 $, c'était beaucoup d'argent. Là. Oui. C'était quand même, je ne sais pas l'équivalent en date d'aujourd'hui, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et après ça, même que la Shawinigan Power lui a demandé de monter un réseau électrique dans les villages voisins pour justement parce qu'il manquait de main-d'œuvre, puis lui il avait l'expertise. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Il a fait en fait dans 2 villages, il a planté les poteaux, il a mis passé les fils, puis il a implanté les systèmes. Mais il faisait tout ça tout en bisonnant sur des véhicules, tout ça? En fait, parce qu'il semble avoir beaucoup d'intérêt, là. Oui, les véhicules, c'était plus l'hiver qui faisait ça. OK, parfait. Donc, il transformait au début, là, c'était vraiment l'hiver. Puis, donc, après ça, il y a eu un problème majeur. On parlait du feu tantôt. Oui. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient te voir, puis Eugène, j'ai un problème avec ma voiture, peux-tu regarder ça? C'était le soir. Il dit, va porter ça à côté de ma shop, puis je vais le regarder demain.
Puis, il travaillait beaucoup le bois. Donc, à côté de la shop, il y avait un amoncellement de détritus de bois, j'imagine? Exactement. La ripe? La ripe, tout ça. Ça brûle bien, ça a l'air, hein? Le type s'en va là, gare sa voiture, prend sa cigarette, et il agaroche là. Fait que donc, ça a passé au feu à un moment donné. Le village, tout le monde se met à paniquer. Gros feu à Sainte-Claire. Il n'y avait pas de pompiers ici, à Sainte-Claire. Le temps qu'ils se rendent, j'imagine que... Et donc, les pompiers de Québec, ils ont traversé, ils ont pris le traversier et ils sont venus ici à Sainte-Claire pour éteindre le feu. Les gens étaient sur leur couverture parce qu'ils avaient les tisons volaient partout. Ils avaient peur que ça prenne en feu, leur maison prenne en feu. Ils ont-tu eu le temps de faire leur travail, les pompiers? Il me semble qu'ils ont dit... Oui, là, le feu était long, en tout cas. Ils ont sauvé le village. Ah oui, quand même, c'est vrai, ça pouvait se répandre. C'est ça, dans le but, c'est que ça se répande pas plus. Exactement. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Comment il s'est relevé de ça, Eugène? On parle que Eugène l'a donné toujours au suivant. Oui. Là, Eugène ne savait pas ce qu'il voulait faire, puis... là, c'est-tu le village qui l'a aidé? Ben, en fait, oui. Je me dis, ça serait normal, avec tout ce qu'il a fait, qu'ils disent, pauvre Eugène, on va te donner un coup de main. Puis surtout, il y a une mentalité sur la Rive-Sud. On dit de la Beauce, mais je dirais la Rive-Sud en général, de s'aider puis d'entraide, c'est vrai? Exactement. Donc, le vicaire à l'époque, qui était un ami de notre grand-père, à la messe du dimanche, a fait un appel à tous, puis il a demandé aux concitoyens d'aider Eugène. Donc, à reconstruire son usine. Donc, il a reconstruit une usine en 1926, et ça, c'est arrivé au mois d'août 1926. Et il a construit une usine de 40 par 80. Beaucoup plus grand que ce qu'il avait fait. Et les concitoyens sont venus l'aider en donnant des matériaux, en donnant leur temps, oui, exactement, pour construire ça. Et je répète, c'était au mois d'août. Et il y avait un contrat pour fabriquer son 3e autobus durant cet hiver-là. Donc, il voulait se dépêcher à remonter ça avant l'hiver. Ben oui. Il a eu son fermer véhicule, ça avant la neige. Il a réussi à le faire justement avec l'aide des concitoyens. C'est pour ça qu'on dit qu'il a toujours voulu redonner aux gens là, qui l'ont aidé. Ben, il a voulu leur redonner pour ce que lui avait reçu. Quand donc le 3e autobus arrive, ça veut dire que là, il est mieux équipé pour en faire plus, parce que la prochaine étape, je pense, c'est des contrats qui arrivent. Oui, mais c'est les contrats qui commencent à rentrer toujours tranquillement. Ben oui. Mais puis c'est les modifications de véhicules, c'est des choses. Mais quand il a construit son usine, fait à noter, c'est qu'il y avait une came dans le haut de l'usine et il y avait différentes machines. Puis il y avait un ruban qui allait de la came à c'est quoi une came? Moi, je connais pas ça. Un shaft, là. OK. Puis, c'est ça. Le shaft tournait. Il y avait un moteur qui faisait tourner ce shaft-là. Puis, chaque machine était reliée par une strap, une courroie. Mm-hmm. Puis, quand tu voulais faire marcher la machine, tu bandais la courroie. Fait que là, la puissance de la machine venait à la machine, puis la machine, elle se mettait à tourner. OK. Fait que tout le monde utilisait le même moteur pour toutes les machines qu'il y avait là différentes. OK, je comprends. Ça lui permettait d'avoir du pouvoir sur plein des machines dont il avait besoin. Il faisait une étape de plus dans l'évolution technique. Là. Oui, exactement. Ça lui a permis après ça de... C'est assez grand pour... ce qu'il a construit là avec le village, est-ce que ça a duré longtemps, ça? Bien, en fait, ça a duré... oui, ça a duré... une dizaine d'années au moins? Une dizaine d'années, oui. Jusqu'à temps que l'usine devienne trop petite et qu'il a fallu qu'il fasse un agrandissement. Donc, c'est ça. De contrat à contrat, à ce moment-là, il a fait des agrandissements pour être capable de répondre à la demande. Chose importante, par exemple, c'est que son métier de base était la menuiserie. Durant tout le temps que notre grand-père a eu son usine, il a toujours fait de la menuiserie. Il a toujours fait des meubles pareils. Il a toujours fait des meubles, puis parce que, bon, il est venu au monde des meubles, il s'est fait connaître avec les meubles. Puis il aimait ça, donc, je présume? Il aimait ça, effectivement, oui. OK. Donc, un des gros contrats qui vient de la région de Québec, c'est Drolette. Moi, je suis rendu à 60 ans et plus, mais la compagnie Drolette, ça me dit de quoi? Fait que je veux dire, c'est une compagnie qui demande à M. Eugène de faire des autobus. C'est-tu un des premiers gros contrats qu'il y a? Bien, c'est un des premiers gros contrats sur la Rive-Nord. En fait, c'est Drolette qui est son premier client sur la Rive-Nord. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des gens locaux ici qui avaient des autobus sur la Rive-Sud et il y avait une fête à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, le type part avec un véhicule privé
Prévost, ça va à Saint-Anne-de-Beaupré. Un des fers de relais arrive à côté, puis il se met à regarder l'autobus. C'était un monsieur Fournier, puis il dit, t'as pris ça où, ça? Puis que, c'est Prévost, ça arrive ça, à Sainte-Claire, qui m'a fait ça. Donc, de relais, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il est descendu à Sainte-Claire. Il a parlé avec mon grand-père, puis il a passé sa première commande d'autobus. Et à ce moment-là, la publicité, c'est pas comme aujourd'hui, était de bouche à oreille. Donc, Drolet a été l'ambassadeur sur la rive nord de Québec pour les véhicules Prévost. Parce que, dans le fond, le Québec qui se développait aussi, les autobus, à partir du moment où ceux qui sont de Prévost sont vus, probablement qu'il a commencé à avoir. Ça veut dire que rapidement, il faut qu'il agrandisse, là, j'imagine. Bien, c'est ça. À ce moment-là. On est rendu quoi, pas loin au milieu des années 30? Là, on parle de 1933 à cette époque-là. OK. Puis à ce moment-là, en 1936, l'usine est rendue encore trop petite. Donc là, il construit une usine qui a 108 pieds de long par 62 pieds. Puis une erreur qu'il avait faite avec la première usine, c'est que les portes de garage étaient trop basses. Okay. Donc là, il a pris soin des mettre plus hautes pour que ces véhicules puissent sortir. Est-ce qu'il est toujours sur le même site ou à ce moment-là, il s'est déplacé un peu? Non, il est toujours sur la rue Prévost. En fait, ce qui est devenu la rue Prévost. OK. Près de la rivière, là, dans le fond? Oui, pas dans le centre du village de Sainte-Claire. Endroit où la vieille usine de Prévost est toujours là. Aujourd'hui, c'est le département d'ingénierie qui est là, les achats sont là, puis le département des prototypes est là aussi. Donc, les emplacements à Sainte-Claire aujourd'hui, il y a le gros emplacement où on enregistre aujourd'hui. Ici, Boulevard Gagnon. Puis l'autre, c'est l'original, c'est-à-dire là où était Eugène, c'est ça? C'est notre centre de technique, dans le fond, de développement de produits qui est là à l'usine de rue Prévost. OK, je comprends. Donc, et juste par curiosité, ça ressemble... parce qu'un autocar, aujourd'hui, on les voit, on sait à quoi ça ressemble, mais ça ressemblait à quoi? Parce que là, au début, on parlait d'un camion rabouté avec qu'on faisait un autobus, mais là, avant d'arriver, puis quand M. Drolet demande, ça ressemble-tu plus à un autobus, là? Est-ce que ça a commencé à avoir la forme d'un autocar? À cette époque-là, on parle encore d'un autobus qui ressemble plus à un autobus scolaire d'aujourd'hui. OK. Donc, juste que on se situe comme ça. Et quelques années après, dans les années 30, à ce moment-là, on est venu avec un genre de flat nose, donc le devant plat, le moteur toujours à l'avant. On construisait à ce moment-là les autobus en arrière. Donc, en 1936, quand il a refait son usine, on comptait en fait 16 employés à l'époque qui travaillaient pour Eugène à fabriquer des véhicules et des meubles. OK. Donc, il faut dire que les structures dans ce temps-là étaient faites en bois. Oui. Toute la structure du véhicule était faite le véhicule? en bois. Oui. OK, la base, évidemment, toute la charpente, le châssis était en acier, mais toute la cabine de l'autocar ou de l'autobus était faite en bois. Donc, c'est talent de menuisier. Mais ça doit être long à faire aussi, là, tabarouette. Oui, c'est des mais la notion de temps n'était pas la même dans le temps aussi, là, on comprend. Là, d'abord, il n'y avait pas 50 autobus à faire, j'imagine, dans ce temps-là, des commandes. C'était tranquillement pareil. Par année, c'est ça montait tranquillement. Son rythme de production. Un élément majeur, d'après moi, qui a accéléré la croissance, c'est la guerre. Effectivement, oui. La guerre en 1939. Qu'est-ce qu'on lui demande à ce moment-là? Donc, en 1939, le gouvernement prend contrôle de toutes les entreprises. Il avait commencé à fabriquer en aluminium et en acier ces autobus. Et là, il y a eu une restriction, plus de droit d'utiliser l'aluminium qui était réservé pour les armements, les avions. Et l'acier pour les tanks et autres. Okay. Donc, il a dû revenir au bois. Et il y a eu à ce moment-là, le gouvernement fédéral cherchait une entreprise pour déplacer les ouvriers dans les usines de guerre. Donc, il y avait quelques entreprises qui étaient habilitées à faire ça. Il y en avait une en Ontario et il y avait Prévost ici à Sainte-Claire. Donc, leur choix s'est arrêté sur Sainte-Claire parce que la qualité du produit était supérieure aux autres fabricants. Et donc, il y a eu un contrat pour fabriquer des autobus de guerre il a commencé justement à les fabriquer. Après ça... Là, ça a dû prendre un peu plus de monde parce que c'est un plus gros contrat, là, tu t'engages. Hein? Il y avait 48 employés à l'époque. C'est quand même 30 de plus que quelques années avant. Là. Exactement. Puis en 1942, le gouvernement Mackenzie, à l'époque, a instauré une loi qui disait que tout jeune homme devait aller à la guerre. Ceux qui n'étaient pas mariés devaient partir à la guerre. Donc, 30 des 48 employés d'Eugène ont eu une lettre comme quoi ils devaient partir à la guerre.
Oh. Et donc, Eugène est allé voir le ministre qui lui avait donné le contrat et lui dit, ben écoute, tu me demandes de fabriquer des autobus, mais tu viens chercher mes employés. Donc, ça ne marche pas. Là, Ben non. Je ne peux pas fabriquer des autobus. Donc, Il y a une dérogation, si on tient. Prévost est devenu une usine de guerre. Donc, très populaire pour les jeunes hommes à venir travailler chez Prévost. À choisir ça puis aller au Ouais, front, là, ouais. oui. Ça faisait à fil là, pour aller travailler chez Eugène. Là. Il a engagé beaucoup, j'imagine, à ce moment-là. Ben, il est resté avec. Il n'a pas engagé plus que OK. ce qu'il avait de besoin. Il a gardé son monde. Il a gardé son monde. En fait, il y a un employé qui est parti de façon volontaire à la guerre. Il est revenu après la guerre. Il a repris sa place. Là, les autobus, est-ce qu'ils continuent à changer? Là, on est en 1940, mettons. Est-ce que ça... Parce que moi, je m'avance toujours vers quand est-ce qu'elle ressemblait à un autocar. Parce que là, on est encore d'un modèle qui, pour constituer, ressemble plus à un autobus scolaire, j'imagine? Oui, ben en fait, là, on est rendu avec un flat véhicule, nose, avec qu'on un disait. flat OK, nose, parfait. Mais le devant est toujours à l'avant. Le moteur du à l'avant, véhicule. OK. Et la porte, elle se trouvait à être en arrière des roues. OK. Puis après ça, ben, quand on a évolué, ben, comme Marco a mentionné tantôt, à un moment donné, le moteur est allé à l'arrière. OK. Il y a eu après ça un changement. On parle plus des années, fin des années 40. OK. On fait est un bout de ce temps encore changement-là. dans ce... Mais là, Eugène n'est pas allé en politique aussi un petit peu? Une petite incursion? Ouais, une De petite ce que je incursion. comprends, ça n'a pas duré 20 ans. Donc, soit qu'il n'a pas aimé ça ou je sais pas. Là. En fait, en 1936, Oui. les élus municipaux ont demandé à Eugène de se présenter à la mairie. C'est la seule affaire qu'il n'avait pas faite, dans le Il y fond. avait Crime. il y avait un siège qui était libre. Il s'est fait élire très facilement. Il était là 1 an. Par manque de temps. Et sa business lui demandait Ben oui. beaucoup de temps. Et en fait, ce qu'on retient de son passage à la mairie, c'est que il y avait un contrat avec la compagnie d'électricité pour fournir l'électricité dans le village. Ouais. Et là, le contrat venait à terme. Le contrat était pour 10 ans. Et les gens voulaient enlever l'électricité dans les rues du village parce que ça coûtait 300$ par année. Donc, C'était trop cher. c'est trop cher, effectivement. OK. Donc, Eugène est allé, parce que c'est lui qui avait monté le système et tout. Il a réussi à convaincre les gens autour et on a gardé la lumière. Il y avait une mission, dans le village. donc, dans le fond, quand il est allé maire, il voulait ça. C'était sa Lui, il mission, savait que ça prenait ça. Hein, donc. Exactement. Ouais. Puis en plus, la mairie, il était membre de probablement tous les organismes religieux qu'il y avait à Sainte-Claire. C'était un homme très religieux. C'était l'Ordre du Sacré-Cœur, c'était la Fabrique, c'était les Chevaliers de Colomb. Tous les organismes catholiques qu'il y avait dans le village, il y participait. Donc, c'est tout à fait lui, là. Oui. On n'est aucunement surpris de ça. C'est drôle parce que quand je regarde le déploiement de son talent, puis les années en plus, quand tu regardes la connivence dans ça, je peux pas faire autrement que penser à Joseph Armand Bombardier, tu sais, qui a développé des motoneiges à peu près dans les mêmes années. Est-ce que les deux se connaissaient? Oui. Oui. Ah oui, ils se connaissaient, puis... C'est drôle pareil, hein? Oui. Parce que ces mêmes années, voyez-vous, un jobber qui finalement... Tu sais, il y en a un qui monte des motoneiges, mais c'est du raboutage quand tu regardes Bombardier à ses débuts. puis C'est curieux. Ils se visitaient aussi. Mais voyons donc. Puis, Ils ont-tu travaillé ensemble? Ils se sont non, parlé, non, c'est non, sûr. Ils se sont parlé, puis Eugène disait bien à ses employés, si je suis pas là, puis J. Armand, il passe, vous le laissez pas aller dans l'usine. Une fierté quand même. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, il y a un client de notre grand-père qui voulait avoir un véhicule pour aller sur la neige. Ouais. Puis, donc, Eugène n'avait pas le temps de le faire, mais il savait que Bombardier en fabriquait. Donc, il a acheté de Bombardier le mécanisme, toute OK. la base, puis il a fait la finition du véhicule. Puis là, Bombardier, il a entendu parler de ça. Oh! Puis que ça venait de Sainte-Claire. Il est venu à Fait que, Sainte-Claire, tu veux faire un tour? Il a mis ses souliers, puis il débarquait à Sainte-Claire sans parler à mon grand-père. Puis on sait que Bombardier avait un tempérament assez... C'est difficile ou intempestif? Ou, intempestif. OK. Donc, Pogner un air, lui, il était capable. facilement. Fait OK. que, ils sont pas venus avec au point, bien entendu, mais ils sont parlé fort, il paraît. Puis Bombardier dit, t'as pas le droit de faire ça. Moi, je l'ai breveté, puis C'est à moi, puis t'as pas le droit. Il dit, non, j'ai acheté de toi le mécanisme. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est Monter fermer, le- monter. Puis il a changé aussi, parce que le moteur était à l'avant, il a ramené le moteur à l'arrière pour équilibrer le poids. Mais Donc, Bombardier, as-tu amélioré. gardé ses idées? C'est ça, je me demande. En fait, Bombardier, après ça, il a regardé ça, puis il est reparti. Quelques temps plus tard, il a appelé Eugène, puis il a dit, je vais aller te voir. Fait que là, Eugène est allé voir ses employés, puis il dit, mettez des toiles partout, Bombardier s'en vient, je veux pas qu'il voit ce qu'il fait. C'est bon. Fait que lors de la première visite, là, Oui. Eugène a montré à Bombardier, gars, je te copie pas, là. Viens voir mon usine, regarde ce que je fais. Bombardier était impressionné par les installations d'Eugène à l'époque. OK. Donc, il est revenu voir Eugène, puis il lui a proposé de s'associer avec.
Oh! Et, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver, en fait. Bombardier a clairement proposé à Eugène de s'associer avec, et Eugène aurait répondu, en fait, il a répondu, regarde, tes machines, le gouvernement bientôt va déblayer les routes. Déjà, dans la région de Montréal, on déblayait les routes, Ouais. Et ça va venir de partout au Québec. Et quand que ça va arriver, tes machines ne rouleront pas, mais mes autobus vont rouler. OK. Donc, ils se sont jamais... Dans le fond, il faut que tu trouves un autre usage de tes machines. C'est un peu ce qu'il disait. Exactement. Mais est-ce que vous savez si les idées de Eugène, dans le fond, le moteur à l'arrière, puis il les a gardés, Bombardier, pour continuer? Probablement. Éventuellement, les moteurs sont venus à l'arrière, mais pour le reste... mais c'est drôle de penser qu'il aurait pu s'unir, tu sais, dans le fond, il aurait pu le faire. L'offre était sur la table, là, il aurait pu le faire, mais donc ça n'a pas fonctionné de cette façon-là. Donc, on va parler on arrive dans le moderne chez Prévost, donc 1950, de 1950 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de moments d'expansion, c'est normal, là. On le voit, il y a eu... Puis je me demandais, avant d'aller dans les dates comme telles, mais juste à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des étincelles pour faire des feux, mais des moments cruciaux qui ont fait que ça a parti. Tu sais, des fois, il y a des événements qui font que, comme la guerre, c'en est un. La guerre demande, on agrandit puis on fournit. Y a-tu d'autres moments qui ont amené à être plus moderne? Les années 70. OK. Oui. Avec la famille Normand, qui était à ce moment-là propriétaire de Prévost. OK. Il était propriétaire avec deux Américains, Campbell puis Orbison. OK. Ces deux personnages-là étaient des enthousiastes du RV, de la maison motorisée. OK. Ils voyaient un potentiel, eux autres, OK. C'était des gens qui en avaient. Ils aimaient ça, passer leur fin de semaine, les mains dans le diesel, dans l'huile, à réparer leur machine. Puis c'est là qu'ils ont développé le marché du Shell, de la maison motorisée, okay. Les coquilles qu'on fait présentement. Okay. Sur la base d'un autobus, dans le fond. Qui sont convertis aux États-Unis en RV de luxe. Je pense que ça a été le point tournant de l'histoire de Prévost, parce que ça allait amener une diversité aux produits. C'était pas juste des autocars. C'était autocars interrégionales qui font la route, ça. plus le divertissement, mais de luxe. Le divertissement de luxe. Et plus tard est venu le marché de l'entertainer. Les tournées rock, on voit ça. C'est drôle parce que quand on pense tout le temps, moi, c'est inévitable, tu arrives dans un aréna, tu vas voir un spectacle de Dépêche Mode, puis tu vois ça, le paquet d'autobus Prévost qui sont des fenêtres différentes. Tu vois que c'est complètement customisé pour eux autres? C'est ça, exactement. Okay. Ça, c'est donc trois grandes... T'as les autocars normaux, t'as les VR, entre guillemets, puis t'as les autocars de tournée. Ça aussi, c'était... Avant ça, c'était une compagnie qui s'appelait Eagle. Okay. Qui avait le monopole de ces... La transformation des autocars de tournée. Prévost complètement... Eagle n'existe plus aujourd'hui. Okay. Ils ont pris le marché complètement. Ils ont pris le marché. On a 100% du marché dans ça, ou 99%. Les gens veulent des Prévost. Ça, c'est le fun d'entendre ça, par exemple. Oui. Il y a des raisons. Il y a personne. C'est pas parce qu'ils sont subventionnés, c'est parce qu'ils sont bons, les véhicules, dans le fond. Puis, on dit pas, on s'en va dans notre autocar de tournée, on s'en va dans notre Prévost. Donc, oui. Le produit est devenu... la marque est devenue le produit. Une référence, dans le fond, c'est ça, je comprends. Il y a eu donc des investissements, des agrandissements, puis ça nous amène... Tu parlais d'une famille Normand, ça? Oui. Normand. Là, éventuellement, eux vendent à Volvo, comment ça arrive? Oui, c'est ça. OK. Mais avant ça, en 81, on bâtit l'usine ici. Ah, là, ça, c'est majeur. C'est là majeur. Où on est présentement aujourd'hui, OK. En haut de la colline. Oui, c'est ça. Ça, c'est majeur. Puis je me souviens, j'avais pas 10 ans. Et tu venais voir les travaux? Non, il y avait un genre de drame dans le village parce que ça pourrait arriver qu'ils fassent l'usine dans un village voisin. Oh! Puis je me souviens que dans mon esprit de gamin, puis puis aussi je suis descendant de Prévost. Ben oui. Faut que ça reste ici. Finalement, ça l'a resté. Les gens sont venus montrer à M. Normand le terrain ici avec la vue incroyable sur la vallée à Sainte-Claire. Il a dit, OK, c'est ici que va être mon usine. Puis ils ont bâti l'usine ici. Puis, en même moment, on a débuté la conception. On a vraiment parti d'une plage blanche. On va faire un véhicule articulé du futur. Donc, le H560. H pour high decker, donc le plancher est beaucoup plus haut. OK. 5 essieux, 60 pieds de long.
Pour le confort, ça? J'essaie de parce que moi, je connais pas la mécanique. Oui, Là, donc, c'est 5... C'est parce que le véhicule est très long. Très, très long. Donc, il y avait 5 SU au lieu de 3 ou ce qu'on a présentement. Pour soutenir le poids. Exactement. Puis, c'était articulé. Donc, puis ça a été développé dans un temps record. Puis, ça a été mis sur le marché. Il y en a eu 60, de fait. Juste pour que situer les gens qui nous écoutent, quand on parle, mettons, d'autobus interurbain, c'est pas ça pour tout, là, mais quand on dit articulé, c'est comme 2 véhicules. Oui, avec un accordéon. Avec un accordéon. C'est tout ça dont on parle? OK. Absolument. J'ai jamais vu un autobus de même Prévost, moi. Il n'y en a pas des millions, j'espère. Il y en a 60. OK, parfait. Orléans, mais dans le temps, c'était Voyageur. OK. A été un client OK. de ces véhicules-là. Il y en a encore qui roulent. OK. Mais je comprends, vous en faites plus, c'est ça, je comprends? Non, on en a fait 60. Étant donné la longueur du véhicule, c'est un petit peu un cauchemar manufacturier. Oh, OK. Pas tellement pour le rouler comme le construire. Exactement. OK. Donc, le H560 est devenu le père du H345, qui est maintenant notre véhicule emblématique qu'on vient de... Donc, ça n'a pas été fait pour rien, c'est ça que vous me dites? Absolument Même pas. si on ne fait plus l'articuler, il a donné naissance à des véhicules. Là, c'était de l'innovation, c'était une structure complète en stainless qui ne rouille pas. Avant ça, tout était à l'extérieur en stainless avec des rivets. Là, c'était tout de l'extérieur en fibre de verre. Des nouveaux types de suspension. Ça veut dire que c'est très durable, ces véhicules-là? Oui, c'est très, très durable. Juste question, je vais l'oublier. Là. Quand on parle de véhicule, on dit qu'un bon véhicule, un moteur va faire 200 000 km, mais quand on parle d'un autocar... 1 million. Ouais. Oh, OK. Entretien normal, un bon entretien, 1 million. Oui. À part le reste, tu vas changer les breaks comme quoi, là, j'imagine. Oui, sauf que le moteur peut faire 1 million. Puis les autobus de tournée, là... Et ça roule, Ça roule, là. Fait qu'il faut que ça... C'est pas rare, là, 1 million. C'est pas rare, non. C'est pas rare. Les gens, comme les gens de tournée, ils entretiennent bien leurs véhicules. Les gens qui louent leurs véhicules. Parce que nos clients achètent les véhicules, les convertissent, puis ils louent aux tournées. Eux, ils prennent vraiment soin de leur véhicule, puis ils durent longtemps. Est-ce que vous avez l'impression que toutes les inventions, toutes les avancées, toutes les technologies qui ont été poussées par Prévost ont été imitées ou copiées ailleurs dans la compétition? Bien sûr qu'il y en a qui ont été copiés. Des fois, c'est comme une fleur. Tu dis, on l'a fait avant, on y a pensé, les autres, les gars. Oui, tu sais, comme les fenêtres sans cadre. Les fenêtres d'autocar, avant ça, il y avait tout un cadre. Oui. La fenêtre était collée dans le cadre ou fixée. Puis après, on venait mettre le cadre sur le véhicule. C'est-tu pour la beauté ou l'aérodynamisme qu'on a changé ça? Les deux? OK. Les deux. C'est très beau. Oui, c'est seamless. Il y a juste un petit joint, c'est tout égal. L'aérodynamisme aussi va... Ça, il y en a d'autres qui ont trouvé que c'est une bonne idée? Oui, ils l'ont fait. mais chez Prévost, on a une valeur qui s'appelle l'innovation sensée. On lancera pas dans le marché des affaires que nos clients n'ont pas besoin. Okay. Ou que on va être innovateur, mais on va être innovateur où ce que ça donne une valeur à notre client. Dans le fond, vous mettez à la place du client. Oui. Moi, si j'étais un client d'un autobus à 800 000, qu'est-ce que je voudrais? C'est quoi? De quoi j'ai besoin? J'ai toujours qu'est-ce qu'on donne de plus à notre client. On fera pas de choses qu'on n'a pas besoin sur le véhicule pour dire qu'on a été premier à le faire. On fait de l'innovation sensée. Donc, c'est une de nos valeurs chez Prévost. Puis, ça nous a très bien servi dans nos 100 ans d'histoire. Aujourd'hui, en 2023, Prévost fait combien de modèles? Là, on parlait de 3 grandes catégories. C'est encore comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. On a ces 3 segments de marché. Même, on va en avoir 5, mais on a l'autocar, c'est sûr, là, encore? L'autocar, mais dans l'autocar, tu as le commuter. C'est quoi ça? Donc, New York City nous achètent des véhicules. Eux autres, ils feront pas New York-Philadelphie. Ils font l'aéroport de Newark. Ils traversent en ville. Okay. Ils vont partir de Brooklyn. Ils vont s'en aller dans le Bronx. C'est entre un autobus de ville et un autocar, dans le fond? Exactement. Puis en pratique, c'est un autobus qui coûte un peu moins cher? Y a-tu moins de... Non, c'est la même chose. C'est le même luxe parce qu'ils veulent rouler avec un bon véhicule. Je comprends. Parce qu'ils vont sur l'autoroute, rouler avec un autobus de ville sur l'autoroute, là, à 110 km/h. Là, mais en quoi il est différent, mettons, d'un autocar de luxe? Il va avoir à l'avant, il va avoir un affaire pour payer pour OK, c'est juste technique de même, je comprends. C'est de l'aménagement, c'est de l'aménagement seulement. La hauteur du véhicule va être différente aussi par rapport au H. OK. Parce que dans le coin de New York, il y a des ponts qui sont plus bas. Dans le coin du port de New York, il faut être en bas de 140 pouces d'auteur. OK, il y a plein de techniques. Il y a plein de technicalités comme ça. Après ça, on a le charter.
le Tour. Oui. Donc, l'H-Tour 45, c'est le véhicule pour faire ça. Après ça, tu as le Line Haul, qui est vraiment là, des routes comme Greyhound. Oui. C'est un des gros clients. Des longues routes, eux autres? Des longues routes. Puis ils ont des routes précises. Puis ils ont des véhicules partout. Ils ont des dépôts partout aux États-Unis. Puis maintenant, Greyhound, ils achètent exclusivement du Prévost. Maintenant, eux autres. Mais j'allais vous poser la question. On va comparer avec parce que le monde connaît le monde des avions. Mettons, tu prends une compagnie comme Air Canada, mais c'est pas compliqué, c'est Airbus ou Boeing. Ouais. Ils achètent des deux. Puis tu vois, tu regardes, c'est plus de ci, plus de ça. Est-ce que dans votre monde, les gros transporteurs vont des fois faire les deux, prendre MCI et Prévost? Là, vous dites que dans le cas de Greyhound, qui est un très gros, il prend que Prévost. Oui. Mais est-ce que ça marche comme dans les avions? Ça va dépendre toujours de leurs besoins. Le besoin, le modèle de business. Okay. Il y en a beaucoup qui veulent toujours avoir les mêmes véhicules pour avoir moins de pièces en inventaire pour se réparer. Pour les conducteurs. Les conducteurs qui soient habitués, les mécaniciens qui sont formés pour entretenir les véhicules, puis ils n'ont pas besoin d'apprendre 2-3 modèles différents. Mais habituellement, nos clients sont très loyaux. Ils achètent du Prévost, puis c'est que du Prévost. Est-ce que je pose la question, la réponse peut être oui, peut être non. Est-ce que ça peut se faire à la carte? Mettons, je suis Elon Musk qui vaut 500 milliards, puis j'appelle Prévost, je dis, ça me prendrait 2 autobus, mais je vais vous envoyer un plan, c'est de même que je le veux. Quelque chose de, évidemment avec le même frame, là, mais vous allez me le faire. Ça se fait-tu, ça? Oui, ça se fait. OK. Faut pas que tu sois pressé, j'imagine? Le Air Force One, là, les avions du gouvernement américain, ben, il y a les Ground One et le Ground 2. Okay. Et des autobus qui ont été fabriqués ici à Sainte-Claire pour les gouvernements qui sont américains. Exemple, qui pourraient être anti-balles. Ils sont anti-balles. OK. Des besoins spécifiques. Quand ils ont été construits, le CIA était ici, puis ils ont supervisé la construction de ces véhicules-là. Donc, des véhicules customized, faits selon la demande. Quelqu'un qui a moyen de payer ça, puis qui sait exactement ce qu'il veut, puis qui n'est pas trop pressé, je présume, parce que vous, j'allais dire, c'est à la chaîne jusqu'à un certain point, vous allez m'en parler. Dans ce domaine-là, on vend la coquille du véhicule, le shell, aux spécifications demandées. Okay. Puis comme le Ground Force One, on en a bâti 2, c'est Impaled Waters qui l'ont converti. Okay. Donc quand on l'a envoyé... Vous, c'était toutes les roues, le système d'engrenage, ta patente. Puis là, il était sur le bois à l'intérieur, puis l'isolation. Eux font la finition intérieure. Ils mettent tout l'équipement dans le véhicule. La même chose pour une maison motorisée. Quand, à part ici, les slide-outs sont là. Toute la coquille du véhicule est là. Mais à l'intérieur, je ne sais pas ça. On touche pas à ça pour la conversion. Tout est fait par des spécialistes. C'est-tu fait un peu par... Y a-tu plusieurs places qui font ça? Dans le domaine de l'entertainer, ça s'est concentré à Nashville. OK. C'est le centre de la musique aux États-Unis. Ben oui. Donc, ils sont pas mal tous là. Il y en a 10, 15 convertisseurs. Au niveau de la maison motorisée, ce que j'appelle le Power 5, là, il y a 5 gros convertisseurs. OK. En Amérique? En Amérique, il y a Marathon, il y a Liberty, pas Ventari, mais Featherlight, Emerald, puis Millennium. Est-ce que vous devez tenir compte, par exemple, s'il y a des besoins particuliers d'électricité, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'électricité et d'électronique là-dedans, ça vous impose de tout préparer ça d'avance ou justement ça se fait aussi dans ceux qui retravaillent les intérieurs? On met la base électrique sur le véhicule pour le fonctionnement du châssis. Ensuite, ce qu'ils vont mettre comme électronique à l'intérieur, c'est leur responsabilité. Comprends. Mais on lui laisse des endroits pour venir se connecter. Puis, on adapte le véhicule selon le besoin, puis selon le besoin de conversion. Ici, à Sainte-Claire, où on enregistre aujourd'hui l'usine principale, est-ce qu'il y a quand même... ceux qui sortent, ceux qui sont prêts, puis qui sont prêts à rouler, il y en a quand même pas mal. Parce que là, on parle de ce qui est en dehors du... Oui. Mais le pain puis le beurre, mettons sur 100%, pour qu'on se comprenne, sur 100 véhicules qui sont faits d'une année, est-ce qu'il y en a 20 qui sont des spéciaux, puis 80 qui sont des autocars? C'est les autocars. Même les autocars sont spéciaux. Oui. Parce que chaque opérateur a ses petites particularités. OK, mais essentiellement un autocar, si on appelle l'autocar qu'on voit le plus souvent, qui est pas VR, qui est pas de Tour. Je dirais que c'est à peu près 30% dans le spécialisé, dans le Shell, puis 70% dans l'autocar. Donc, ceux qui sont, mettons, dans le cours ici, que vous construisez, c'est surtout de l'autocar normal? Ben, normal. Ouais. Ils sont complets. Quand ils partent d'ici, les autocars sont complets. Le client vient le chercher ou on va le livrer. Il est prêt à utiliser. Contrairement à la maison motorisée où ce que là, il faut qu'il se fasse convertir. Mais il va se rendre. De toute façon, vous les roulez tout le temps? Quand ça sort d'ici, il n'y a pas une vanne qui vient chercher? Non.
c'est vraiment, on va livrer la maison motorisée là-bas. Je reviens un petit peu en arrière parce que vous dites qu'il y a un moment important dans l'histoire des autocars quand vous avez dit on met les moteurs en arrière, l'aérodynamique. J'aimerais ça que vous m'en parliez parce que c'est majeur, ça. En ces temps environnementaux où on veut une performance, on se dit tabarouette, le pire, c'est un autobus avec un flat nose. Mais on se dit il ne doit pas avoir d'aérodynamique. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on a amélioré beaucoup ça. Ben, on l'a amélioré beaucoup. Puis récemment, on a lancé le tout nouveau modèle, il est tellement beau. Oui, moi, je connais rien là-dedans, mais lui, écoute, il me semble qu'il flash. Oui, il flash. Il s'appelle comment, lui? Le H345. H345, nouveau modèle. Nouveau modèle, c'est ça, modèle 2024, 100e édition. On a tout repensé l'aérodynamisme à l'avant du véhicule. Donc, si tu regardes... C'est une bonne tâche, là, quand tu regardes le pan de mur, là. Oui, c'est ça. On a amélioré la consommation d'essence. On peut aller jusqu'à 12% d'économie d'essence par rapport à l'ancien modèle. Quand même. Quand même. Quand tu roules, là, puis tu vas faire 1 million de kilomètres, ça compte en tabarouette. Ça compte. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. On a amélioré toute la finition intérieure qui n'avait pas été refaite depuis plusieurs années. Là, on l'a refait. Là, on a vraiment, pour enlever du poids ou pour la rendre plus confortable? Confortable et plus à jour. Puis là, on l'a fait plus en mode aéronautique. Tu rentres dans l'autocar, c'est comme rentrer dans un avion. OK, les belles petites lumières tamisées, les LED partout. Je comprends. C'est ça. Pour le confort. Puis, c'est sûr qu'on a travaillé vraiment la maintenance du véhicule aussi. Comment les gens vont faire l'entretien du véhicule, donner accès aux mécaniciens pour aller à des pièces critiques. Ça vient-tu des commentaires de vos clients? Oui, au fil des années? Tu dis, on accumule ça, puis regarde, quand on refait notre prochain modèle, on va le mettre. Puis Prévost est reconnu pour son service après-vente. On est des années-lumière en avant de notre compétition par rapport au service après-vente. On a une culture de servir notre client comme si on se servirait de nous-mêmes. Mm-hmm. Puis, ces gens-là nous ramènent tellement d'informations au développement de produits ici, qu'après ça, on est capable de livrer un produit à l'attente. Puis, on a fait une formation au mois de mars, on a fait venir une 50aine de mécaniciens de nos clients des États-Unis puis du Canada sont venus ici pour le factory training. Donc, on fait une formation à l'usine, on lui fait visiter l'usine, puis après ça, on s'en va au centre de formation du véhicule lourd à Charlebourg. OK. Dans les classes là-bas, puis le garage, puis ils sont formés pour faire l'entretien du moteur, la HVAC, l'électrique. Puis là, on les a montré le nouveau véhicule. Oh! Les gens ils nous remerciaient. Merci d'avoir fait ça. Merci. Vous allez nous rendre la vie tellement plus facile. OK, en ce sens-là aussi, pour l'entretien. Pour l'entretien, c'est ça. En plus de l'esthétique. Donc, lui... Est-ce que, mettons, pour vos clients, ce qui est disponible, ça veut dire que le carnet de commandes doit commencer. Ça va-tu pas pire, les commandes de ça? Moi, il est tellement beau, je me dis, à moins que ce soit à 300 000 plus cher, je sais pas, là. On est vendu, je pense, jusqu'à la moitié de l'année prochaine. L'été 2024. OK, quelqu'un qui appelle aujourd'hui... C'est 15 à 16 mois. OK. Mais c'est pas grave. S'ils savent qu'ils vont l'avoir, c'est de même. C'est ça. Est-ce qu'il y a dans l'histoire de Prévost, puis évidemment, si oui, vous allez me dire oui sans me donner de nom, mais est-ce que est-ce que ça peut arriver un client mystère? Vous savez que c'est un entremetteur, quelqu'un qui vous dit, ça me prend 3 autobus, voici ce qu'on veut dedans, mais vous savez pas c'est à qui que ça va aller. Avec la conversion, c'est un peu ce qui se passe. Moi, dans le fond, vous envoyez, OK, je comprends. Parce que les autres peuvent acheter celui qui fait la conversion. Il achète directement avec ses spécificités intérieures, par exemple. Exactement. Puis nous autres, au final, on ne sait pas, mais on sait que Bubba Watson, le champion du Master qui vaut quelques années, en a un. Beaucoup de pilotes de NASCAR en ont. OK. C'est logique, là, quand tu regardes ça. Tu regardes au milieu de la piste, ils sont là, hein? Tes prévosts sont tous en ligne à côté de l'autre. Mais ce qui doit être drôle, vous êtes de la lignée directement, vous êtes des prévosts, mais il doit vous arriver assez frais. Hein? Tu sais, quand tu es en voyage, n'importe où, tu te dis, voyons donc, je ne savais pas qu'il y en avait. Oui. C'est impossible que vous sachiez tous les clients. C'est pour ça que je pose la question sur les clients mystères. Des fois, tu ne sais pas qui l'a acheté, là. Absolument. Puis même, des fois, avec mon nom, il m'est arrivé, je voyage beaucoup pour mon travail, puis j'étais à Dallas. Oui. Puis je retournais à la maison, puis j'arrive à la sécurité.
Donc, le gars des douanes aux États-Unis, il regarde mon passeport, puis là, il voit mon nom, évidemment, puis il voit que j'avais Un chandail Prévost. Are you working with Prevost buses? I said, yes. No. And he said, and you're a Prevost? I said, yes. My grandfather founded the company. OK, la fin du monde arrive là. La fin du monde arrive là. Il y a 100 personnes en arrière de moi dans le fil de la sécurité, là. Il s'en fout comme dans l'an 40. Lui, il Tout est arrêté. Il arrête la ligne. Puis là, il faut que je compte l'histoire de mon grand-père. Puis je suis parti de là, ça a pris 5-10 minutes. Puis je suis parti de là en lui donnant ma carte d'affaires. Puis il dit, mais que je prenne ma retraite de ma job? Les douanes, il dit, je veux travailler chez Prévost. Il dit, je vais t'appeler. On ne sait pas encore si c'est vrai, mais c'est donc le prestige. Est-ce qu'on peut dire ça, dans le fond, Prévost? Absolument. Même chose m'est arrivé aussi en traversant la frontière à la colle où le douanier m'a arrêté. Puis, ça pose des questions. Puis, c'est ça, les beaux autobus qui passent ici là, à tous les jours. Oui, c'est eux autres. C'est vous autres, c'est nous autres. Est-ce que, dans le fond, quand vous dites tous les autobus Prévost qui roulent partent d'ici, dans le fond, je comprends bien. Oui. Mais ils peuvent être modifiés ailleurs. Oui. Mais ils partent tout le temps d'ici. Oui. Puis est-ce que vous pensez qu'un jour l'usine pourrait devenir plus grosse? Ça serait aussi à cause des nouveaux moyens techniques, à cause de la robotisation. Tu sais, je ne sais pas s'il y a des robots ici, j'ai aucune idée. On essaie d'innover. Oui. Il y a eu beaucoup d'améliorations au fil des années. Sur l'efficacité, Sur par exemple? l'efficacité. Je comprends. On a instauré le système de production Toyota. On appelait ça le système de production Prévost, basé sur Toyota. Je comprends. On a amélioré la production sans améliorer le plancher de l'usine. OK. On est devenu très efficace dans ça. C'est sûr, le temps est mieux utilisé, l'espace est mieux utilisé. Absolument. Moins d'inventaire au magasin. On retourne plus les pièces sous-ensemble au magasin. Okay. On les fait par ordre véhicule. Le sous-ensemble est fait, il est poussé tout de suite en avant sur la ligne pour se faire installer. Si je suis un client, mettons Dallas du sud des États-Unis, est-ce qu'il faut que à chaque fois que j'ai besoin d'une pièce, ça vienne de Sainte-Claire? Non. Y a-t-il des endroits où on a des entrepôts de pièces? Centres de distribution. OK, centres de distribution, je me dis. Juste pour bien servir. On a 2 centres de distribution, un à Sainte-Foy, un au New Jersey. OK. Et après ça, on a une quinzaine de centres de services un peu partout en Amérique du Nord où les gens peuvent aller soit faire réparer leur véhicule ou encore aller d'où ils peuvent commander des pièces. On garde en inventaire des pièces. Est-ce que le 100% électrique, vous êtes là-dedans aussi? Oui. Bon, on est là-dedans. On est en plein développement. C'est le prochain gros projet, j'imagine? Oui, c'est en 2026, on va lancer notre véhicule, le H345 électrique. C'est pas un secret. On a fait l'annonce avec le gouvernement l'année passée. On travaille là-dessus activement. On a la chance de travailler avec la technologie de Volvo en Europe. Puis Volvo Truck à Greensboro, en Caroline. C'est gros, ça. C'est pas tout le monde qui sait, mais en Europe, t'envoies des véhicules, camions, Volvo et autobus. C'est vraiment gros. Puis il y a peu de monde qui le savent, mais Mack Truck appartient à Volvo. Puis Renault Truck en Europe appartient à Volvo aussi. Je savais pas. Donc, on a accès à une technologie incroyable. Est-ce qu'il y a eu de l'échange des deux bords? Est-ce qu'ils ont déjà pris de vos idées? Oui, absolument. Ça, c'est intéressant, parce que c'est quand même très gros en Europe. Le marché est plus grand aussi. Remarquez qu'en Amérique du Nord, vous êtes pas mal pris. Présentement, on développe une nouvelle suspension indépendante, puis elle va être utilisée partout en Europe. C'est design. Ça, c'est une fierté, ça? Oui, design Prévost. Designé ici à Sainte-Claire à 100%. Donc, c'est... Malgré tout, de ce que je comprends, puis vous allez me dire, je pense pas que vous me diriez le contraire, mais Volvo semble être une compagnie qui laisse travailler les gens régionalement, c'est-à-dire qu'ils sont pas ici 4 fois par jour pour dire quoi faire. Là. Non. Surtout si on rencontre... les objectifs. Les objectifs. Je comprends. Puis, si on rencontre ce qu'on prédit puis ce qu'on leur dit, cette année, on va avoir des marges de temps, on va faire tant de profit. Quand on le rencontre... Les autres, ils nous laissent travailler, ils nous font confiance. Puis on a bâti cette confiance-là. Je peux pas dire que 25 ans, c'était comme ça, mais on l'a bâti, cette confiance-là. Puis présentement, je trouve que ça va merveilleusement bien avec Volvo. Beaucoup d'échanges techniques. Puis en même temps, on a la liberté de faire ce que notre client demande.
puis de travailler régionalement selon notre marché. Ce qui est drôle, c'est, à moins que je me trompe là aussi, dans l'histoire de Prévost, il y a eu des moments, c'est peut-être plus votre grand-père, là, mais qu'il y a eu des moments où ils ont fait des ambulances, des corbillards. Ça, c'était-tu dans les années 30, ça, c'était, ou pas récemment, ça? Non, c'est juste que c'est dans le temps de notre grand-père. Ouais, c'est OK. ça. Donc, il était diversifié à l'époque, faisait toutes sortes de véhicules. Selon les demandes. Selon les demandes, ça peut être des corbillards, justement, des camions à neige, des camions, toutes sortes de camions. Même à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu le chercher, puis il y avait une voiture, 2 portes. Il n'a pas pu avoir de permis d'autobus. Donc, il est venu voir notre grand-père, il a demandé, peux-tu me le modifier? Fait qu'il a coupé la voiture en 2, puis il en a fait un 4 portes au lieu d'un 2 portes. Et il se promenait entre Lévis et Boston. Puis, étant donné qu'il n'y avait pas de permis, pas d'autobus, avec ce véhicule-là, il pouvait transporter des gens et faire la route. Je sais que c'est public sûrement parce que vous êtes une compagnie qui est en affaires, mais juste me donner une idée, là, grosso modo, un autocar normal qui va sortir d'ici, ça coûte combien à peu près en canadien? Je sais qu'il y a des options, mais mettons... autour de 700 000. Là. OK. Ouais. Puis ceux qui vont, j'allais dire les pimper, là, il n'y a pas de limite, j'imagine, rendu là, c'est ce que tu mets dedans. C'est 2-3 millions. Je suis allé au Motorhome Expo Show à West Palm Beach au mois de février. Puis un de nos convertisseurs avait le premier nouveau H345 de converti. Le show ouvert à 9h. Puis à 10h, il était vendu 2,9 millions. Ouh! Mais parle-moi ça un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui peuvent mettre même des rallonges? Comme des slide-out, oui, des extensions. Ben, on les fait ici. Les extensions, c'est notre design. Puis on peut mettre jusqu'à 4 extensions, puis avec des positions différentes puis des grandeurs différentes. Ben, je savais pas. Ouais. Puis celui-là avait 2 extensions. Il n'avait pas 4, puis il s'est vendu à 2,9. Puis le gars avait déjà un contrat de signé avec un autre convertisseur. Il a cancellé son contrat. Quand tu as vu lui? Oui, il a payé ses 200 000 d'acompte. Puis il est allé acheter à 2,9. C'est le plus cher que c'est déjà fait? Il n'y a pas de limite, dans le fond. Tu mets du marbre là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais lui, le gars, il voulait le premier. Puis il voulait ça, puis il était vraiment beau. Puis je trouve que le convertisseur qui l'a fait avait vraiment conservé le design dans son schéma de peinture. Tout était fluide, il était vraiment beau. Puis est-ce que, là je lance n'importe quoi, mais est-ce qu'un autobus comme ça qui est modifié pourrait même comprendre un spa, par exemple? C'est-tu trop? Non, là je m'en vais dans l'extrême un peu. Là, on a vu des bains. Taylor Swift avait un bain dans sa maison motorisée. Mais là, un spa, on commencerait à être trop lourd. Ça commence à être pesant, oui. Mais vous, même si vous êtes des descendants, ça veut dire que vous pourriez voir ces véhicules modifiés-là, que vous voyez des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Là. Parce que c'est l'imagination puis c'est la faisabilité. Oui, c'est ça. Puis toutes les fois que je vois dans un show, je suis toujours étonné par la qualité, puis par la complexité, puis la créativité de ces gens-là. Puis quand l'argent n'est pas un problème... Ben oui, il y en a qui en ont, hein. C'est ça. Mais tu sais, en tout cas, c'est impressionnant. Je veux juste, quand on parle des 100 ans, parce que là, l'an prochain, ça va être les 100 ans de Prévost, qu'est-ce qui vous... tu sais, dans le fond, première question, est-ce que vous espérez que la lignée Prévost reste? Est-ce que ça se peut que dans vos familles, il y ait de la suite? Là, je pense que pour Richard, c'est vrai. Oui. Mais en même temps, on ne mettra pas de pression pour qu'il devienne président de la compagnie. Là, mais... Non, mais en fait, notre grand-père avait construit sa compagnie pour ses enfants et ses petits-enfants. Donc, il y a eu une génération qui n'était pas là. Marco est arrivé. Je suis arrivé par la suite. Maintenant, ça se peut-tu que, oui, c'est votre fils? Fait que, bien entendu, c'est quelque chose, c'est un rêve qu'on a. Puis la fierté que lui a aussi de travailler pour l'organisation fabriquée par son arrière-grand-père, c'est vraiment, là, c'est un prestige, c'est un honneur qu'on a là, de pouvoir travailler ici. C'est quoi que... Je vais commencer par toi, Richard. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? De quoi tu es le plus fier dans les 100 ans de Prévost? Bien, en fait, quand la famille Normand ont repris la compagnie, ils ont gardé le nom Prévost. Quand que Volvo a repris l'entreprise, ils ont gardé le nom Prévost. On m'a dit qu'il y avait la pression à un moment donné pour changer le nom pour que ce soit des autobus Volvo. Finalement, on a réussi à convaincre Volvo de garder le nom Prévost. C'est un nom prestigieux. Aujourd'hui, les gens, comme Marco mentionnait, ils n'ont pas un autobus, ils ont un Prévost. Donc, le nom est devenu le produit. Donc, c'est une très grande fierté.
Puis, tout ce qu'on a comme réseau, je veux dire, comme Marco disait, on est à des années-lumière en avant de tout le monde. On parle à des clients. On a eu la chance de rencontrer les gens qui sont venus ici au mois de mars. Puis, on leur parle. Puis, ces gens-là sont tellement fiers de dire qu'ils ont des prévôts. C'est gratifiant, c'est un honneur. On se promène un peu partout, puis les gens nous abordent, puis « Hey, t'es le petit-fils d'Eugène », puis il y a plein de monde qui nous connaissent. On connaît beaucoup moins de monde que de l'autre sens, mais vraiment, c'est gratifiant de travailler pour Prévost, puis de porter le nom. Moi, c'est un peu la culture que Eugène a implantée dans son entreprise qui est toujours vivante. 100 ans plus tard. Ouais. C'est quelque chose. Notre grand-père, il était pas en habit cravate le lundi matin. Il était en salopette avec ses bottines sur la les mains sales souvent. Oui, puis il allait voir les nouveaux employés, il les formait lui-même. Il voulait que les employés travaillent selon ses standards. Qui était élevé, de ce que je comprends. Oui, il était très élevé. Puis, il décidait, c'est lui qui regardait travailler un peu. OK, toi, tu vas être peintre. Toi, tu vas être soudeur. Toi, tu vas être électricien. Puis là, il lui montrait le travail. Puis aujourd'hui, c'est un peu comme ça aussi, les gens. La qualité, c'est très important. Il y a un nouveau qui va rentrer. S'il fait quoi de pas correct, le gars qui a de l'ancienneté à côté, hey, regarde, ça, c'est pas correct. Viens, on va pas en 2 minutes, me dire ça marche pas. Ça marche pas. Puis, une affaire cocasse, Richard a trouvé, après des années de recherche, un audio d'un reportage radio de Radio-Canada en 1950. 1950, oui. Puis, on entend mon grand-père parler dans ça, puis les contremaîtres, puis les employés. Puis, dans ce temps-là, il parle... OK, le char a passé sur la ligne. Le char est fini. L'autobus appelle ça un char. Ah oui? Si vous descendez sur la ligne aujourd'hui, tout le monde appelle ça un char encore. Ah oui? Oui. Juste à côté une petite anecdote sur la qualité puis l'ADN de Prévost aujourd'hui. Là. En fait, quelque part dans les années 50, il prenait un morceau de tôle, puis sur une poche de sable, avec un marteau, il piochait dessus, puis après ça, il mettait dans des rouleaux pour lui donner la forme. Puis dans l'eau de l'autobus, donc, la forme était toute arrondie. Et le type qui était en charge de ce département-là fait ses formes et appose ça sur l'autobus. Il met ça avec des vice-grips pour le tenir en place, puis il dit « Je vais le fixer demain ». Fait que Eugène passe le soir, il regarde ça, il prend la maillotche, puis à grand coup de marteau, il frappe sur un des coins. Fait que le lendemain, les employés rentrent de bonne heure, puis tous les employés s'en vont à leur poste, puis celui qui était en charge de ce poste-là, il dit « Hey, c'est qui le cabochon qui est allé frapper sur mon autobus? » Mon grand-père en arrière, les 2 bras croisés, il dit « C'est moi le cabochon. » Il dit « Regarde les coins, là, puis ils sont pas égaux. La prochaine fois que tu vas poser les coins sur l'autobus, assure-toi que ça soit égal. » Donc, la perfection était visée à cette époque-là. Il fallait que ça sorte. Un produit qui sortait de l'usine devait être parfait. L'ADN qu'on a aujourd'hui, tout ce qui sort de nos portes, il faut que ça soit parfait. Puis pas juste au niveau du produit, mais du service qu'on va donner aux clients. Tu sais, on a le Red Carpet Policy, la politique du tapis rouge pour nos clients. Si un client passe une commande pour avoir des pièces, on a les pièces stock, il passe sa commande avant 14 heures l'après-midi, on promet au client qu'on va lui expédier les pièces la journée même. Wow! Donc, les clients savent ça, mais en même temps, c'est la politique. Donc, tout le monde le sait. Donc, le gage de qualité qu'on a, c'est pas nécessairement sur le produit, mais aussi sur le service qu'on donne à nos clients. Donc, on a hérité de ça d'Eugène, puis ça perd. Je ne sais pas si je vais trop loin, mais l'impression que j'ai en écoutant ça, puis en comprenant mieux Prévost, puis en voyant l'évolution que vous avez fait, et ça peut paraître curieux, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin tant que ça d'avoir 27 vendeurs qui font le tour du monde pour vendre Prévost, puis que le téléphone sonne aussi par la connaissance, puis dans le fond, tous ceux qui ont des Prévost doivent être vos vendeurs. Est-ce que je me trompe? Absolument. Vous n'avez pas besoin tant que ça de solliciter. Je vous dis pas que vous êtes à l'épreuve et que vous n'avez pas besoin de faire de business. C'est pas ça mon point. Mais la renommée et le prestige de Prévost doit faire que ceux qui en ont parlent pour vous. Oui. Par contre, faut continuer. Faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Mais non. Faut pas s'asseoir sur nos lauriers. C'est un combat tous les jours de garder notre service au niveau qu'on le veut. C'est notre service qui nous fait vendre des véhicules. Puis la qualité de nos véhicules également, mais notre service est tellement bon que c'est nos vendeurs principaux dans le fond. C'est ça qui fait qu'un client revient.
il va toujours se souvenir du service qu'on leur a donné. Puis ça vient de notre grand-père. Son service était hors pair aussi. Puis c'était important que le client se sente chez eux. Puis si vous allez dans un centre de service Prévost, vous avez un lounge, vous avez vous êtes comme dans le salon chez vous, là. Et en même temps, ça va avec les véhicules qui sont des véhicules de prestige et de luxe aussi. Un véhicule Prévost se vend plus cher qu'un véhicule de compétition, peut-être 50-60 000 de plus. Malgré ça, notre carnet de commande est plein jusqu'à la fin de l'été ou à milieu de l'été l'année prochaine. Et notre compétition également, leur carnet de commande est plein, mais quelques mois seulement. Pas comme les nôtres. Donc, les gens veulent avoir un véhicule, mais on se fait dire que un chauffeur d'autobus préfère avoir un vieux Prévost qu'un véhicule de compétition flambant neuf. Parce que le confort, la conduite, le plaisir à conduire est Vous, supérieur. en tant que cousin Prévost, avez-vous déjà conduit un véhicule? Oui. Je sais pas pourquoi ça me passe par la tête. Je me dis, crime, t'es dans la famille, je peux-tu essayer ça? Dans le cours ou sur la route? Sur la route, parce que quand j'étais aux États-Unis, j'avais mon permis. OK. Puis là, je l'ai pas reconduit quand je suis revenu ici. C'est allé trop vite. Puis on était dans le COVID. Puis, Ouais, vous manquez pas d'ouvrage non plus. non, Là. puis il faut que je reprenne mon permis de conducteur d'autobus ici. Là, c'est dans mes projets pour... Mais mettons que vous avez un jour une retraite, si jamais vous décidez j'aimerais ça un véhicule, ça serait-tu le fun? J'aimerais ça livrer des véhicules. À ma retraite. OK, aller te promener, aller les livrer. Aller livrer aux clients. Ouais. Y a-tu des clients, des fois, qui disent, on va à Sainte-Claire, on va le chercher? Oui, absolument. Ah oui? Absolument. Des opérateurs, beaucoup viennent les chercher ici, où ils envoient leur employés, ou on va les porter, on l'amène à notre centre de service le plus proche, puis ils viennent le chercher à notre centre, ou on va leur porter directement à leur installation. OK. Mais les livrer, donc, il y a des livreurs qui le font, fait que Ouais. vous... Moi, j'aimerais bien ça, à ma retraite. Vas-tu avoir une retraite, ça se peut-tu, Oui, ça. Marco? Tu regardes pas ça en avant, là. Non, je regarde moi, puis Liberté 55, que je pense pas à ça, parce que Vous aimez ce que vous faites, je là? travaille pas. J'ai du plaisir à venir ici à tous les matins. Je m'amuse, c'est un jeu. Je travaille avec les clients, je travaille avec l'ingénierie. Je peux pas rien demander de mieux. J'aurais rêvé à la job que j'ai là, puis j'aurais dit, ben non. Ah non, ça se peut pas. Ça Prends se une peut gorgée, pas. hein, ça marche C'est pas. Ce que j'ai mentionné au début de l'entrevue, que je suis le gars le plus heureux au monde, c'est exactement ça. C'est la même chose aussi. Jeune, je me disais, je vais pas me retraite à 55. J'ai dépassé 55, puis ma retraite, je sais pas quand. Parce que comme Marco, moi, c'est pas un travail, moi, c'est un jeu, venir ici. Puis c'est pas parce que je m'appelle Prévost que j'ai des Toutes tes données, c'est ça, non. Sans farce, je travaille d'arrache-pied pour améliorer le service, réduire les coûts, puis pour l'entreprise, en fait. Sais-tu, Richard, au contraire, quand t'as le nom Prévost, il me semble que t'as une petite coche de plus en disant faut que je sois vraiment... parce que, sans dire que les gens te jugent, t'es Prévost, donc tu dois... Puis Eugène a une aura de talent, fait que tu veux être à hauteur, dans le fond. Absolument. Ça te pousse à être bon. Oui. Puis en même temps, je me suis jamais présenté comme Prévost. Pour pas, OK, faire flasher, mettons. Ouais, là. c'est ça, exactement. Comme le grand-père qui était pas un flasheux, là. C'est avoir de l'humilité. Oui. Puis je pense que nos pères, les jumeaux, sont comme ça aussi, sont très humbles. C'est des gens qui prennent à cœur tout ce qu'ils font. Puis on a été élevés comme ça. Puis moi, j'ai jamais dit, tu sais, je suis Marco Prévost, tassez-vous. Tassez-vous. Ben non. J'ai fait ma place comme si je me serais appelé Tremblay. Puis ça, c'était très important pour moi. Que mon nom me mette pas dans une position que j'ai Avantageuse. ou que j'ai sans pas raison. que j'ai pas mérité. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, je l'ai mérité. Je l'ai travaillé, je l'ai gagné. Puis c'était très important pour moi. Qu'est-ce qu'il dirait Eugène s'il voyait ça aujourd'hui? Il serait fou, raide. Je pense qu'il aurait les épaules assez... Il est assez carré, oui. Ouais. Parce que c'est quand même, ça part de lui. Fait qu'il y aurait une fierté, dans le fond, probablement. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai la chance de travailler sur le produit à tous les jours. Je prends des décisions sur ce que le produit va ressembler dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Pensez-vous des fois à Eugène? Ben... De juste dans le sens où quand tu crées une nouvelle affaire, tu dis crime, grand-papa, il aurait aimé ça. J'ai Tu sais? sa signature tatouée sur mon bras. OK. Sur mon bras gauche, je suis gaucher. OK. Quand je signe quelque chose, il signe avec moi. C'est fondamental, c'est ancré. C'est le cas de dire. Je suis un des chanceux. J'ai un bureau à Sainte-Foy, un bureau ici à Sainte-Claire. Dans les deux cas,
j'ai une photo d'Eugène qui est sur mon mur qui regarde mon écran. Fait qu'à tous les jours, il regarde ce que je fais. Fait que c'est quelque chose de vraiment spécial. Merci beaucoup. Ça a été gentil. Un beau tour de piste des frères, des cousins Prévost. Ouais. Faire attention. La famille Prévost. Merci. Bravo pour les 100 ans. Merci beaucoup. Merci.